c'est très facile en fait à comprendre. Ma balance, elle est en déséquilibre, donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Réduire le stress d'un côté, augmenter les ressources de l'autre. Ça, c'est pas... Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour comprendre ça, c'est facile avec quelles que soient les populations avec lesquelles on travaille, ça parle absolument à tout le monde. Alors agir dans la prévention, c'est important, parce que vous vous souvenez tantôt quand je vous ai montré les symptômes, il y avait une flèche derrière. C'était pour vous mettre en tête qu'en fait tous les symptômes n'apparaissent pas en même temps, et que la porte d'entrée c'est l'épuisement. Et puis seulement vient la distanciation émotionnelle, perte de plaisir. Or, l'augmentation de la négligence et de la violence arrive quand la distanciation émotionnelle se pointe, pas au stade de l'épuisement. Et ça, pourquoi? Parce que la distanciation émotionnelle, je vous ai dit, c'est une parentalité froide, privée d'empathie. Or, l'empathie, c'est le grand mécanisme qui vous empêche de passer à l'acte quand vous vous dites, en fait, j'ai très envie de les envoyer par la fenêtre. Mais évidemment, comme moi aussi, j'ai des passages où j'ai envie d'envoyer un de mes enfants par la fenêtre, mais je ne passe pas à l'acte parce que je ne suis pas en situation de burn-out et que j'ai des mécanismes d'inhibition qui vont faire que c'est une pensée qui passe. Mais évidemment, je ne le fais pas. Mais quand on est tellement épuisé et qu'on a cette distanciation émotionnelle, c'est-à-dire cette perte d'empathie, où en fait ce que va ressentir l'enfant, je n'arrive plus à le ressentir, alors le passage à l'acte est d'autant plus probable. Et donc faire de la prévention, c'est super important, parce que si on arrive à le faire au moment où le parent est juste épuisé et pas encore le reste, alors on va prévenir beaucoup de situations de négligence et de maltraitance dans les familles. Et ça, c'est du coup très important d'aller repérer les parents qui sont seulement, entre guillemets, épuisés et ne pas banaliser l'épuisement, d'accord? Parce que sinon, évidemment, le reste du tableau s'invite. Mais qu'on soit dans la prévention ou dans l'accompagnement, c'est toujours ce principe d'aller rééquilibrer la balance. Alors j'ai envie de vous montrer comment on fait, à partir d'exemples assez simples, et c'est vraiment simpliste, hein, on est bien d'accord, parce que dans la vraie vie, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour que vous ayez une idée. Alors, on travaille d'abord du côté des stresseurs, toujours parce que je vous ai dit, les parents, il leur reste 5% dans leur pile. Et donc, il ne faut pas se tromper, parce qu'il faut remettre un peu d'énergie. Si en plus, vous leur proposez des choses à faire qui vont leur coûter de l'énergie, c'est bon, vous avez vidé la pile et vous ne les relèverez plus. D'accord? Donc c'est très important de commencer par quoi? Par alléger ou supprimer des stresseurs. Donc très concrètement, quand on accompagne les parents, on fait la balance. Hein. On leur donne une petite balance, des petites cartes, et on remplit qu'est-ce qu'il y a dans leur balance. Ensuite, on regarde la balance, et comme c'est multifactoriel, on a souvent une pléthore de facteurs de risque à notre disposition, et des ressources. Et dans les facteurs de risque, on va se dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y en a pas qu'on pourrait, en tout cas momentanément, supprimer de la balance? Juste pour sentir la pile qui remonte, vous savez, un petit coup d'air comme ça. Exemple, 1000 fois vécu, très concret, qui va peut-être parler à certains d'entre vous. Vous avez 3 enfants. Quand le premier est né, évidemment, vous aviez envie d'être le meilleur parent du monde, donc il a grandi, etc. Puis il faut qu'il ait des activités extrascolaires. Donc, il fait du violon, il fait du tennis, et puis quand même, il faut aussi qu'il se développe au niveau social, parce que ça c'est quand même très individuel comme activité. Eh bien, en fait, vous l'inscrivez au scout. Le deuxième naît, vous n'allez pas faire moins bien avec le deuxième. Donc, le deuxième, il a aussi des activités extrascolaires, et lui, il fait du foot, de la batterie, et puis il va aussi au scout. Le troisième naît, rebelote, on va rajouter des activités. Et ce qui est très important, c'est que tous les enfants font des choses différentes parce que, bien sûr, ce sont tous des individus différents. Donc, on ne va pas les mettre tous dans les mêmes activités. Le troisième naît, vous recommencez la même scène et évidemment, les 2 autres, entre-temps, ils ont grandi. Et donc, c'est plus un entraînement semaine, c'est 2 et les matchs le week-end. D'accord? C'est la triste réalité de tellement de familles. Et tous les jours de la semaine, vous avez les taxis, les navettes, les coordinations, les sacs, tout ce qu'il y a à penser. Et les plaintes quand même des enfants, parce que c'est quand même beaucoup, donc parfois ils n'ont pas envie d'y aller, il faut les motiver. Donc vous avez tout ça, et comme évidemment l'activité que l'enfant a choisie, c'est à 20 km, vous n'avez pas le temps de rentrer, donc vous faites le pied de grue dans votre voiture, en hiver c'est quand même pas très agréable. Mais tout compte fait, plutôt que de rester à rien faire,
profitons-en pour aller au magasin bio du coin, parce que quand vous allez rentrer, ils n'auront pas mangé, et autant faire un truc sain en plus. Enfin, je veux dire, pas la peine de faire tant de sport si c'est pour après manger des crasses. Donc, allons chercher des trucs, voilà. Et puis vous rentrez à 21h, personne n'a fait ses devoirs, tout le monde est crevé, il faut faire le repas, il faut coordonner le truc, ils n'ont plus envie d'aller se laver, mais ils sentent mauvais parce qu'ils ont fait du sport, etc. Enfin bref, vous voyez le truc. Et tous les jours, ça finit dans les cris, les larmes, les peurs, les pleurs. N'importe qui va s'épuiser dans cette situation. Enfin, okay. Donc qu'est-ce qu'on peut débarquer très facilement de la balance? C'est de se dire, eh ben, le temps de remettre un peu d'énergie, au moins ce temps-là, 15 jours, un mois, on verra bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va limiter à une activité par enfant, voire 0. Hein. On peut se donner tout à fait le droit de faire ça. Et on peut aussi se donner le droit de manger une pizza surgelée au moins une fois sur la semaine ou une boîte de raviolis sans aller faire les courses au magasin bio. C'est OK. OK, on peut juste faire ça. Est-ce qu'un parent peut accepter de virer de sa balance? C'est parce qu'un autre parent... Moi, je ne vais pas lui dire, c'est ça que tu dois vivre, enfin, tu pourrais virer dans la... Mais en regardant en fait les facteurs qui sont là, il trouve toujours une bonne idée. Et l'idée, c'est de se dire, OK, si on imagine que je ne l'ai plus dans ma balance, combien de pourcents je vais remettre en fait? C'est quoi ma respiration? D'accord? Et comme vous savez que parfois on vous demande sur une échelle de 1 à 10, t'as mal à combien? Les médecins demandent ça. Hein. Les parents savent très bien faire ça. Hein. Combien tu vas remettre de pourcents dans ta balance si je vire ça de ta balance? Oh, 15%. OK, on a trouvé notre port d'entrée là, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est une chose. Alors parfois, on a des stresseurs qu'on ne peut pas virer parce que c'est pas toujours aussi facile que les activités extrascolaires. Imaginons que vous avez un enfant qui met 3 heures tous les jours à faire ses devoirs parce qu'il a des troubles attentionnels. Ce fut mon cas, je parle d'expérience. Eh bien, vous pouvez parfaitement vous dire, OK, le temps de récupérer au moins, je peux confier les devoirs à une école de devoirs, je ne sais pas, l'étude, un voisin, j'en sais rien, 2 jours par semaine, histoire de respirer. Ça, c'est aussi comment on allège des stresseurs. Et puis on va travailler du côté des ressources. Quand on fait la petite balance du parent, il va se rendre compte qu'en fait, il a des ressources, pas assez pour faire face à son stress, mais il en a. On va d'abord se poser la question de savoir, mais tiens, déjà les ressources qu'on a, est-ce qu'on les utilise bien? Et c'est là que vous entendrez des mamans vous dire, ah, c'est vrai que j'ai un super conjoint, mais je lui demande rien. Pourquoi? Parce que c'est mieux fait quand moi je le fais. Ok, on va lever un peu des résistances qui font qu'en fait, il y en a à qui ça parle, je le vois tout de suite. Hein. Votre tête traduit le vécu. Donc voilà, d'abord prendre conscience des ressources qu'on a, c'est déjà pas mal. Hein. Je ne suis pas si seule que ça dans la situation, mais peut-être je peux les utiliser mieux. Et puis on va ajouter des ressources qu'on n'a pas encore. Et quand je dis des ressources, ce n'est pas comment je vais gagner 500 € de plus par mois. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. C'est comment je peux en fait trouver autour de moi des ressources auxquelles... Voilà. Et donc, nous, on aime beaucoup travailler en groupe de parents. Et ça, c'est chouette parce que du coup, ils font de l'émulation, ils réfléchissent à des idées. Et il y a comme ça un papa qui disait que lui, avant, il partait en week-end avec sa femme, ça lui permettait de se ressourcer, mais il ne peut plus le faire parce que les grands-parents ont vieilli, enfin bref, il ne sait plus confier ses enfants. Et il a eu cette idée